Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Plus de 150 mm de pluie commencent à être enregistrés dans plusieurs localités du Niger et cela dès juillet, sachant que l'abondance des pluies est enregistrée le plus souvent pendant le mois d'août. Qu'est-ce qui explique cela? Réponse avec le directeur général de la direction de la météorologie que je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Et effectivement, ce phénomène de juillet, dans certaines localités, on a constaté que juillet est en train de remplacer même août, si vous voulez. Donc tout ça là, vraiment émane, si vous voulez, est une conséquence, si on veut, de ces climats qui changent. Oh oui. Nous avons vraiment ces climats qui changent, tout est perturbé. Ce qu'on a connu en harmonie avant ne l'est plus. On assiste vraiment à un changement, si vous voulez, d'abord le système précipitant, mais également de la répartition à l'intérieur de la saison. Ça a totalement chamboulé. Oui, où nous-mêmes, effectivement, il faut qu'on mette de notre pour pouvoir déceler où se trouvent les problèmes, parce qu'il faut forcément cela, on n'a pas le choix, il faut le faire pour pouvoir s'adapter à tous ces changements que nous voyons, qui malheureusement attristent toutes nos populations. Au Niger, d'ailleurs à l'instant des autres pays de la sous-région, c'est une pluviométrie excédentaire qui est prévue. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. On sait très bien que vraiment, on va s'attendre à des fortes précipitations. Alors, pas fortes en termes de trucs, mais il y a des fortes, bien entendu, en termes d'intensité, mais en termes de quantité qui va tomber, généralement la prévision elle est faite pour la période de juillet, août, septembre. Donc c'est le cumul de ces 3 mois-là que nous prévoyons. Et donc ça se voit déjà que ça a commencé. Et par rapport à cette prévision, effectivement, et ça, je dirais même que c'est le début. Et donc on a encore le mois d'août et le début septembre, cette situation pourrait malheureusement continuer. Kachalou Lawangaptia, directeur général de la direction de la météorologie que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Du 16 au 18 juillet 2022, Tillabéri a abrité une formation des membres des bureaux régionaux de la coalition des acteurs pour le repositionnement de la planification familiale. Une rencontre qui a permis d'outiller le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction de cette région. Le résumé avec Adam Soumana. Doter les antennes régionales de la société civile nigérienne active dans le domaine de la santé de reproduction et le planning familial d'un plan d'action de plaidoyer en faveur de la promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, tel est l'exercice auquel s'adonnent par la présente rencontre les acteurs concernés au niveau de la région du fleuve. Un rendez-vous d'échange et de partage sur ce droit fondamental qu'a bien voulu saluer le représentant du conseil régional de Tillabéri à ses assises. Au nom du conseil régional, au nom du président du conseil régional à empêcher aux miens propres, vous souhaitez la chaleureuse bienvenue à l'occasion de cette session de formation des acteurs de la société civile, membres de la coalition des acteurs pour le repositionnement de la PF. Je voudrais aussi remercier les responsables au niveau national d'avoir initié ces séries de formations qui vont certainement vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour bien mener vos activités et bien mener votre mission. En marge de cette rencontre, l'un des acteurs clés nous situe son importance pour la région du fleuve. Outiller ses membres de bureau pour qu'ils puissent servir de relais au niveau de la région pour s'attaquer véritablement à ce phénomène. Nous avons des difficultés qu'on peut noter comme la faible couverture sanitaire au niveau de la région, la faible prévalence contraceptive et tout cela avec un taux élevé donc, de femmes. Quand on prend la population nigérienne de façon générale, donc, les femmes représentent plus de 50% et cela s'observe aussi au niveau de la région avec un nombre très élevé donc, de jeunes. Donc si des mesures donc, ne sont pas prises pour anticiper sur
la forte natalité d'ici quelques années. Donc nous serons amenés dans une situation où on serait en inadéquation avec les ressources du pays et aussi donc, le nombre de la population. Et ce que j'aimerais ici préciser, c'est qu'il faut lever l'équivoque. Le plus souvent, quand on parle de planification familiale, les gens ont tendance à croire que c'est une limitation donc, de naissance. Il n'en est pas question, c'est une politique d'adéquation entre les ressources et aussi la population. C'est pour aussi améliorer l'état de santé des femmes et des enfants. Ainsi, 3 jours durant, les participants se sont penchés sur les voies et moyens permettant d'amener les leaders d'opinion à une synergie d'action pour une population saine afin de booster le développement de la région de Tillabéri en particulier et du pays en général. Les taxis motos jadis pratiqués dans les régions du Niger gagnent de plus en plus du terrain à Niamey, la capitale également. Pour en savoir un peu plus, suivons ce reportage signé par notre stagiaire de l'IFTICA Abbas Issifou Namaka sur les images de Ali de Bourema. Tandis qu'on est dans les autres régions du Niger, les taxis motos, communément appelés Kab-Kab, sont de plus en plus nombreux à Niamey. On les rencontre dans les quartiers périphériques, à l'exemple du quartier Pays-Bas. Nombreux sont des gens qui font cette activité par laquelle ils arrivent à parvenir à leurs besoins, à l'image de ces conducteurs. Kab-Kab, vraiment, c'est quelque chose qui est très très important. Parce que un jeune qui reste sans rien faire là, enfin, il peut même aller voler. Donc nous, vraiment, je peux dire ce qui m'a poussé de faire Kab-Kab, c'est pour ne pas rester sans rien faire. Je fais des combats pour réussir. Je ne m'arrête pas comme ça, croiser les bras sans rien faire. Vraiment, dans ce métier-là, j'ai gagné beaucoup de choses. Avant, je travaille sur la moto de quelqu'un. Mais maintenant, vraiment, j'ai 2 propres motos. J'ai ma propre moto. Et aussi, j'ai amené la droite. Vraiment, Kab-Kab, c'est quelque chose, c'est un métier que ce n'est pas à laisser. Les conducteurs des taxis motos se rendent là où les taxis ne peuvent pas y aller. C'est ce qui soulage les clients, comme cette habitante du quartier Pays-Bas. Avant, nous souffrons énormément pour accéder au goudron ou pour aller dans le bas-fond. Mais aujourd'hui, grâce à ces taxis motos, c'est la fin de nos calvaires pour le déplacement et surtout que la course n'est pas chère. Là, c'est abordable si tu as un dérgazam. Des taxis motos déplorent le manque des syndicats afin de les défendre en cas de malentendu avec les policiers. Le volet reportage de cette édition nous amène au marché où une de nos équipes est allée constater le prix des produits. Il s'agit de Nafisat Yahaya et Sadoudou. En cette saison pluvieuse, le panier de la ménagère s'est véritablement alourdi avec une inflation de plusieurs produits, notamment la tomate fraîche. Je viens acheter les tomates avec les condiments et la viande. C'est cher la tomate, mais on ne peut pas faire la sauce tomate. On ne peut pas faire la sauce tomate en fruits, tout est cher. Avant, quand je venais d'arriver, si je payais la tomate de 500, je pouvais faire un repas de 3 personnes. Un repas de 500, la tomate de 500 en fruits. Je peux faire un repas de 3 personnes ou 4 personnes peuvent manger. Mais maintenant, là, même si c'est 1000 francs, je ne peux pas faire une sauce tomate sans ajouter la tomate en boîte. Il faut me payer 1500, mais tu vas toujours ajouter. Donc, quand même, c'était 100 francs. Maintenant, la boîte, c'est 200. Avec par 200. Il n'y a pas la chair. Sinon, il n'y a pas la chair sur ça. Là. Avant, c'était 100 francs. Tout est cher. Tout est cher. Le piment, l'oignon. C'est cher. Ce qui explique cette hausse des prix, c'est surtout parce que la plupart des produits proviennent des pays voisins, a rappelé cette revendeuse. Ça fait 4 années que je vends des condiments ici. Parfois c'est moins cher, parfois ça ne va pas. Mais aujourd'hui les tomates c'est cher, il n'y a pas de clientèle, tout est cher. Même chose aussi est cher. Pardon, là ça vient de Ouagadougou. Devant là ça vient de Niger, mais les tomates là ça vient de Ghana. Il y a le moment aussi, s'il n'y a pas de condiments de Niger, c'est cher. Si ça vient à l'extérieur là c'est cher. Mais si Niger sort, c'est un peu moins cher. Ces revendeurs et clients ont
enfin lancé un cri de cœur pour revoir cette situation afin de soulager un tant soit peu la population. Visible un peu partout dans la capitale Niamey en cette saison d'hivernage, le noix de Douma constitue une source de revenus pour nombreuses personnes. En effet, pendant ces vacances, sa commercialisation occupe bon nombre de citoyens qui tirent ainsi leur épingle du jeu. Le reportage avec notre stagiaire de l'IFTIC, Priska Donsou, sur les images de Ibrahim Abdou. Provenant de Karma, Boubon, Tagabati et certaines localités environnantes, les noix de Doum inondent en cette période la ville de Niamey. Nombreuses sont ces personnes qui se lancent dans la commercialisation de ces noix. Je paye le sac à 2500, voire 2750, avec le frais du transport et autres. Je revends le sac à 3000, 3500, des fois 4000. Je les vends également en détail. Je paye le sac à 2500, le transport à 500, les eaux de forêt à 250 par sac. Je les revends à 3500, 4000, voire 4250. Dieu merci, je m'en sors. La vente des noix de Doum est une activité qui a le vent en poupe. Elle génère assez de ressources pour ses vendeurs. Je paie les noix de Doum auprès de ces dames et je les revends en détail. Dieu merci, je m'en sors. Par jour, je peux gagner 5000 francs. Je paie les demi-sacs à 2750 francs et je revends à 3500 ou 4500 francs. Véritable amuse-gueule, les noix de Doum sont trop prisées par la population. Beaucoup de consommateurs trouvent un grand plaisir en les consommant. Je mange les noix de Doum après avoir pris le petit déjeuner. Je paye des noix de Doum, vu que c'est bon pour la santé. Et en plus, c'est une amuse-gueule. C'est un constat. Dans presque tous les quartiers de Niamey, les points de revente de ces produits sont visibles et parfois insalubres. C'est pourquoi il serait important pour les revendeurs de ramasser les débris et de les verser dans les poubelles. Plus de 150 mm de pluie commencent à être enregistrés dans plusieurs localités du Niger et cela dès juillet, sachant que l'abondance des pluies est enregistrée le plus souvent pendant le mois d'août. Qu'est-ce qui explique cela? Réponse avec le directeur général de la direction de la météorologie. Et c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Avant fin mai, début juin, on peut parler de début de saison et ça va tranquillement, bien distribué, n'est-ce pas? Et on a des récoltes quand même acceptables, nous avons toujours des rendements. Maintenant, ce qui se fait, c'est que d'abord le début même est problématique. Soit il y a un faux départ, ça veut dire que tu vas voir une précipitation au mois de mai ou début juin, après il y a un arrêt de 3 semaines, 4 semaines, des fois même plus de ça. Donc surtout, et c'est là ce phénomène est remarqué surtout à partir du sud-ouest Tawa jusqu'à Tilaberi, Dosso, Niamey. Surtout c'est là où le problème est plus criard. De Maradi jusqu'à Difa, ça va, mais à partir donc dans cette zone-là, c'est là où nous avons ce problème de démarrage qui s'est fait presque en retard, ou en tout cas ou en termes de pause, donc avec de longues pauses pluviométriques. Et c'est également pareil, malheureusement, comme on l'a vu par l'année dernière, il y a des longues pauses. En termes de cumul, quand on a calculé, on a trouvé que de façon spatialisée, une grande partie du pays était excédentaire. Mais en termes de distribution à l'intérieur de la saison, le problème se trouve là-bas. Et ça, c'est crucial pour l'agriculture.
Tant qu'on ne saura pas adapter donc notre agriculture à cela, ça aussi est un problème. Donc pour les inondations, c'est que les pluies, non seulement d'abord, les pluies sont très intenses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pluies qui tombent en peu de temps. Donc c'est les pluies intenses. Et de plus en plus, dans toutes les études, c'est ce qui est montré, le nombre de pluies intenses augmente. Et une pluie intense, même quand le cycle de l'eau qui dit qu'il faut qu'il y ait une saturation du sol avant qu'il y ait des écoulements, non, quand c'est intense, ça s'écoule tout de suite. Et c'est ça qui amène tous les problèmes d'inondation que nous avons actuellement. Et malheureusement, ce problème ne faiblit pas. Chaque année, vous voyez. Et effectivement, ce phénomène de juillet, dans certaines localités, on a constaté que juillet est en train de remplacer même août, si vous voulez. Donc tout ça là, vraiment émane, si vous voulez, est une conséquence, si on veut, de ces climats qui changent. Oh oui. Nous avons vraiment ces climats qui changent, tout est perturbé. Ce qu'on a connu en harmonie avant ne l'est plus. Nous assistons vraiment à un changement, si vous voulez, d'abord le système précipitant, mais également de la répartition à l'intérieur de la saison. Ça a totalement chamboulé. Oui, où nous-mêmes, effectivement, il faut qu'on mette de notre pour pouvoir déceler où se trouvent les problèmes, parce qu'il faut forcément cela, on n'a pas le choix, il faut le faire pour pouvoir s'adapter à tous ces changements que nous voyons, qui malheureusement attristent toutes nos populations. Au Niger, d'ailleurs à l'instant des autres pays de la sous-région, c'est une pluviométrie excédentaire qui est prévue. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. On sait très bien que vraiment, on va s'attendre à des fortes précipitations. Alors, pas fortes en termes de mais il y a de fortes, bien entendu, en termes d'intensité, mais en termes de quantité qui va tomber, généralement, la prévision, elle est faite pour la période de juillet, août, septembre. Donc, c'est le cumul de ces 3 mois-là que nous prévoyons. Et donc, ça se voit déjà que ça a commencé. Et par rapport à cette prévision, effectivement, et ça, je dirais même que c'est le début. Et donc, on a encore le mois d'août et le début septembre. Cette situation pourrait malheureusement continuer. Dans la mesure, ce qui nous conforte encore dans nos analyses, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe dans le Pacifique et climatologiquement, quand on constate cela, souvent, on sait que l'année, même sans prévision, on sait ce que ça donne. Par exemple, actuellement, il y a la sécheresse qui sévit au niveau du Kenya et autres. C'est dû donc quand il y a le phénomène La Nina, c'est un refroidissement du Pacifique, on constate toujours que la pluviométrie est bonne au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, mais qu'en Afrique de l'Est, c'est le contraire. C'est un déficit pluviométrique et actuellement, c'est ça qui court actuellement au Kenya et c'est ça qui risque d'arriver aussi chez nous. Donc on va s'attendre à cette abondance de précipitations et donc cette situation de La Nina nous conforte dans notre analyse et dans nos prévisions que effectivement, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, on va s'attendre encore à des précipitations, à ce genre d'événements au cours de la saison. Heureusement que nous avons quand même des structures habilitées qui sont là, la Direction générale de protection civile qui suit la chose de façon régulière. Nous avons tout un ministère de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes qui, effectivement, en tandem avec la Direction générale de protection civile, mais également avec nous, parce que chaque semaine, on tient pour les renseigner et font un travail quand même remarquable. En dehors de cela, le Premier ministre lui-même a amené autour de lui un comité de suivi des inondations et dont la météo fait, dont je suis membre personnellement, où chaque semaine on se réunit pour suivre et faire aussi la prévision de ce qui va advenir. Et donc c'est dire que vraiment à ce niveau-là, au niveau autorité, quand même, il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc, de ce côté-là, je crois qu'on va minimiser les risques. Mais cela n'est pas suffisant si jamais la population n'arrive pas à mettre du sien pour quand même minimiser les risques qu'on voit. Et ces risques-là, c'est quoi? L'année dernière, je vais vous parler des impacts les plus importants, les pertes en vies humaines. L'année dernière, on a eu 67 pertes en vies humaines. Mais bien qu'on dise que ce n'est pas une bonne année et tout ça. Il y a eu beaucoup d'inondations l'année dernière également. De fortes précipitations sont tombées, 77. Et en 2020, une année quasiment exceptionnelle en termes de pluviométrie, on a eu 88 morts. Et les 2 tiers, selon la Direction générale de protection civile, sont aux écroulements des maisons. Les gens qui sont dans leur maison, la pluie vient, ils sont abrités et ça tombe sur eux. Donc c'est là où je crois qu'il faut qu'on agisse. Parce qu'on ne peut pas regarder faire. Déjà aujourd'hui, hier on avait tenu une réunion extraordinaire de ce comité dont je vous faisais à la primature. Et la DGPC fait part déjà de 8 morts. On a déjà à 8 morts. Et il y a 4 qui sont dus à des effondrements de maisons. Voyez-vous, juste la pluie d'avant-hier, les 2 jours là, il y a 4
donc il y a un écroulement, c'est tombé sur la main. Donc je crois qu'il va falloir que les populations s'y mettent. On sait que quand on sait qu'on n'a pas vraiment réhabilité notre maison et qu'on a des maisons fragiles, comme les maisons en banco, et les pluies là sont plus intenses que ce qu'on a connu. Dès qu'on les voit, je crois qu'il va falloir sortir carrément pendant la pluie, dégager sa famille de ce genre de maison. On peut faire même un hangar avec du plastique, quelque chose qui ne laisse pas l'eau passer. Abriter la famille en attendant. Si la maison est toujours là, il faut peut-être vérifier. Et sinon, vraiment, c'est ça l'alternative. Il faut une case ou quelque chose qui, même quand ça s'écroule, il n'y a pas beaucoup de danger. Parce qu'on ne peut pas continuer à regarder les mêmes causes qui font les mêmes effets. Et des années durant, on a résisté des centaines de morts. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est la première des choses. Mais il faut que tout le monde s'y mette effectivement pour prendre toutes les mesures. D'abord l'État, les infrastructures routières et tout ça. Là où on sait que c'est défaillant, il faut les réhabiliter maintenant. Les digues de protection, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des failles sur ces digues-là, que ce soit au niveau de Niamey, parce que les cours d'eau aussi, on attend. C'est pas souhaitable, mais c'est toujours possible qu'on ait aussi toujours des crues sur des cours d'eau, tels que le fleuve Niger. Et également, au niveau, donc, pour revenir aux populations, qu'ils soient les chefs de village. À chaque sphère de responsabilité, il faut que les gens vraiment prennent les précautions nécessaires, parce que tout le monde sait comment il faut faire souvent, hein, à côté de chez soi. Mais il faut aussi qu'on dépasse l'égoïsme à un certain niveau, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire non, non, moi je ne veux pas ma maison pour que l'eau passe, par exemple. Or, il y a des moments où il est important qu'on dise que tout le monde laisse passer l'eau pour que ça soit drainé. Mais quand tu bloques, par exemple, dans un village, une maison, ça va non seulement affecter les autres, mais toi-même qui dis que tu ne vas pas laisser passer, ça peut t'affecter. Donc, on a des agents qui sont sur place. Je crois qu'ils doivent donner toutes les... il faut sensibiliser, n'est-ce pas, les populations pour que, effectivement, nous arrivions à réduire considérablement le risque de ces inondations-là. Parce que là, on est parti vraiment avec le changement climatique à des événements qui, malheureusement, vont se répéter chaque année. À nous de nous adapter.